Voilà, il y a quelques semaines, les journalistes d'investigation Pierre Péan et Philippe Cohen ont publié un livre intitulé Le Pen, une histoire française, aux éditions Robert Laffont. Gros tirage, 40 000 exemplaires. Un livre qui fait couler beaucoup d'encre. Bonjour Philippe Cohen. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef au journal l'hebdomadaire Marianne. Pierre Péan est au téléphone avec nous. Bonjour Pierre Péan. Bonjour. On vous connaît également pour être un grand journaliste, enquêteur, qui a publié un certain nombre de biographies. Et simplement, le premier truc, c'est que je me rends compte que votre biographie de Le Pen, elle est vilipendée par les Le Penistes et par Le Pen lui-même, et puis par la gauche. C'est-à-dire, vous avez réussi à vous foutre tout le monde à dos, Philippe Cohen. C'est peut-être le signe qu'on est vraiment indépendant, je dirais, parce que oui, en effet, Le Pen nous met en cause le livre, à cause d'un certain nombre de scoops qu'il comporte, notamment sur l'argent, des histoires d'héritage, voilà. Et puis d'un autre côté, il y a toute une certaine gauche médiatique, qui n'est pas toute la gauche, mais pour laquelle Le Pen doit rester ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire une sorte de légende noire. C'était un gars qui était méchant depuis la maternelle, qui a torturé des 18 ans, qui était forcément facho dès le berceau, etc., etc. Or, comme cette légende noire est un petit peu écornée, parce que quand on fait un vrai travail d'enquête, les choses se complexifient, alors on a certains aspects de Le Pen qui sont pas aussi noirs que prévu, et du coup on nous accuse évidemment d'être complaisant, de dédiaboliser, d'être complaisant. C'est d'ailleurs, Pierre Péan, une question qu'on va se poser d'emblée, c'est celle que je pose à tous ceux qui nous écoutent sur RMC à 7 minutes. Est-ce que Le Pen a été victime d'une diabolisation de la part de la classe politique, de la part des médias pendant ces dernières décennies? Moi, je me souviens, gamin, Pierre Péan, dans les années 80, à l'école de journalisme, attention, c'était un truc qu'on touchait pas même du bout des doigts. C'était les casques à pointe. Le discours s'est un peu nuancé au fil des ans. Mais enfin, les années 80-90, souvenez-vous, Pierre Péan, Le Pen, c'était la bête immonde. Eh ben oui, c'est d'ailleurs ça qui nous a intéressés, Philippe et moi, c'est-à-dire que nous aussi je dis pas qu'on a grandi, parce que moi je suis vieux, donc c'est dans ma période d'adulte, j'ai toujours entendu parler d'un diable. Alors on peut constater en tout cas que ce phénomène de diabolisation, au fond le rapport avec lui, c'était exclusivement de taper sur lui, et donc nous on s'est dit, de la diabolisation, manifestement, ça marche pas, et parce que la diabolisation a une conséquence assez hallucinante, c'est-à-dire que le personnage est diabolisé, mais les thèmes ses principaux thèmes, c'est-à-dire l'immigration, la sécurité et la mondialisation, c'est quasiment stérilisé, parce que dès qu'un homme politique s'avance sur ce dossier, qu'il soit de droite ou de gauche, aussitôt il se trouve classé, il a son esprit le pénisé. Donc ce qui nous a intéressé, nous, c'est d'essayer de comprendre, tout simplement. Et effectivement, comme le disait Philippe, dès qu'on essaie de comprendre, on ne peut pas avoir un personnage qui est que noir, ça n'existe pas. Ça, il y a tous les gens les plus noirs ont évidemment une part blanche, comme tous les gens blancs ont une part noire. Donc c'est ça qu'on a voulu. On ne savait pas où on allait quand on a commencé ce travail. On s'est positionné seulement en enquêteur. Qu'est-ce que vous diriez? Tiens, je vous pose la même question à Philippe et à vous, Pierre Péan. Qu'est-ce que vous diriez d'un type qui connaît pas très bien l'équation politique française et qui vous demanderait comment est Le Pen humainement, en quelques adjectifs là, comment on résume ce personnage politique, ce monolithe positif, ce mégalithe? Donc alors on peut partir du casque à pointe, du monstre dont vous avez parlé tout à l'heure, et après on peut seulement donc enquêter, et puis par exemple, moi je vais vous dire ce qui m'a le plus surpris. Alors évidemment, dire ça, c'est le dédiaboliser, enfin tout au moins aux adversaires, c'est ce qu'ils disent. C'est par exemple sa passion,
son intérêt pour l'anarchie. Et il écrit un mémoire et il écrit des choses sur Camus qui sont totalement hallucinantes. À quelle période de sa vie quand il est... Il reprend des études à plus de 30 ans. Dans les années 60. Voilà. Et il a comme prof Maurice Duverger. Maurice Duverger, c'est quand même le pape du politiquement correct à l'époque. Ouais. Et il fait un mémoire sur l'anarchisme, dans lequel il manifeste une forme d'empathie. En mai 68, Le Pen refuse d'aller taper les gauchistes. Il se tient un peu à l'écart de ce qui se passe. Vous voyez, c'est des choses qui de la même manière que à Suez, il arrange vous savez, les cercueils des personnes musulmanes enterrées dans le sens de la Mecque, comme le veut la religion. Donc tout ça, c'est des choses qui sont. Il a toujours dit qu'il avait fait élire la première députée musulmane sous la 4ème République dans son mouvement. Non, c'est vrai ça. Hein. Oui, mais il a fait des trucs comme ça. Mais c'est pas ça, c'était connu, si vous voulez. Mais par exemple, l'histoire de mai 68, les témoins. Donc ça montre que finalement, la question du livre, c'est c'est pas qui est Le Pen, simplement, c'est comment on devient Le Pen. Hein, comment partant de là où il a été, il est devenu finalement le diable de la République. Michel m'appelle des Bouches-du-Rhône où elle est infirmière. Bon, est-ce que vous pensez qu'il a été diabolisé? On peut aimer ou ne pas aimer Le Pen, peu importe. On parle pas de ça là. Est-ce qu'il a été diabolisé Le Pen par la classe politique et les médias? Franchement, il s'est diabolisé toute seule. Moi, il y a une phrase à côté de tout, qu'est-ce qu'il a pu dire et faire, il est encore ancré dans mon âme. C'est quand il dit que les chambres, les camps de concentration, c'était un détail. Ça, je suis désolée, monsieur, vous, les écrivains, machin, tout, qu'est-ce que vous pouvez sortir. Les camps de concentration, c'était pas un détail, c'était pas des effets collatéraux d'une guerre. Je me rappelle, mais on est d'accord là-dessus. Philippe Cohen, qu'est-ce qui lui arrive quand il balance ça? Est-ce que c'est préparé? Est-ce qu'il y a de l'anticipation quand il fait des sorties comme le détail de l'histoire, comme Je voudrais dire que cette dame a tout à fait raison. Le Pen a construit lui-même cette diabolisation. Ce que dit le livre, c'est qu'il n'a peut-être pas été le seul à la construire. Il a été aidé. Et en ce qui concerne précisément cette horrible saillie... Qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit les chambres à gaz, en gros, il dit un point de détail de l'histoire. Sont un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Bon, donc quand il fait cette saillie qui est d'ailleurs plus, disons, je dirais, plus à caractère négationniste que antisémite, c'est-à-dire qu'il met implicitement en doute l'existence des chambres à gaz. Mais avec le recul de l'histoire, ce qui est intéressant de montrer, c'est ce que montre le livre, c'est que cette saillie est totalement incohérente avec tout ce qui l'a précédé. Pendant toute l'année qui précède cette sortie qui se passe à RTL, eh bien, il va aux États-Unis devant une association juive importante aux États-Unis. Il s'y fait applaudir. Il fait tout pour se raccommoder avec la communauté juive française et on lui prépare un voyage en Israël. Donc tout ça, ça se passe. Alors c'est quoi? C'est un effroyable gaffeur. C'est quoi? Donc c'est un gaffeur. Et donc après, la question, ce qui se pose, c'est pourquoi il fait ça? Alors certains répondront parce qu'il a l'antisémitisme dans le sang, qu'au fond c'est un antisémite. Bon, puis il y en a d'autres qui diront c'est parce qu'au fond c'est un breton têtu, qu'il a eu l'impression d'être mis au pied du mur, qu'il voulait pas aller là où on lui disait d'aller ce jour-là, où les journalistes le mettaient en demeure de dire quelque chose qu'il ne voulait pas dire. Robert, Michel, oui, Michel des Bouches-du-Rhône. Je voulais poser une question. Allez-y. Il a jamais condamné les nazis. Il l'a fait qu'une seule fois. Dans sa vie. Qui peut répondre à cette question? Philippe. Philippe Cohen. Je crois pas qu'on puisse dire exactement ça. Je pense qu'il a... non, parce qu'il s'est toujours vanté d'avoir un père qui était mort au champ d'honneur, même si c'est pas vrai d'ailleurs. Lui-même d'avoir tenté de rejoindre les maquisards. Il est plutôt clairement du côté de la résistance sur le plan idéologique, même si c'est plus compliqué que ça. Il est clair. Il n'est pas très clairement, parce que il regroupe beaucoup de collaborateurs, d'anciens collaborateurs dans ses mouvements, et aussi il essaye de mélanger anciens collaborateurs et anciens résistants. En fait, avec beaucoup plus d'ailleurs de collabos que de résistants. Non, il peut pas être pour le régime nazi pour la bonne raison qu'il s'est toujours affiché comme un patriote, comme un nationaliste même. Donc Hitler aussi, il était un patriote, monsieur. Oui, mais justement, il pouvait pas être, il n'était pas contre l'Allemagne, donc Le Pen ne peut pas être pour l'Allemagne contre la France. Robert m'appelle d'Andaille. Bonjour Robert.
Bonjour à tous et bonjour à vos auteurs dont je suis un fidèle lecteur. Ouais. Ah, très bien. Vous êtes arrivé une histoire, vous avez un jour voyagé en avion avec Jean-Marie Le Pen. Mais écoutez, j'étais candidat aux élections cantonales en Gironde. Ouais. Pour le Front National Oui, pour le Front National. Ouais. Et fier de l'être. Et cela dit, dans l'avion Paris-Bordeaux, je suis à côté de Jean-Marie Le Pen et je lui dis, Monsieur le Président, je retire ma candidature compte tenu des propos que j'ai entendus sur du rafour crématoire. Que je trouvais scandaleux. Et il m'a répondu, mais mon cher ami, savez-vous ce qu'avait dit Durafour Durafour avait dit, il faut exterminer le Front National. Alors lorsqu'on dit ça à un monsieur qui est sanguin par nature, qui n'a pas que des qualités loin de là, immanquablement on a la réponse du tac au tac, du rafour crématoire. Donc Le Pen ne s'est excusé de rien, cher Michel, d'accord, mais il s'est expliqué sur beaucoup de choses. Et donc quand on dit à Jean-Marie Le Pen, il faut exterminer le Front National, que voulez-vous que réponde un homme qui a le verbe facile et haut? Il répond du rafour crématoire. Vous faites partie de ceux, Robert, vous êtes toujours au Front National ou vous avez quitté le Front National? Oui, je suis Le Penenchon, moi. D'accord. Est-ce que Le Pen a été vilipendé, injustement diabolisé pour les médias? Crucifié. J'ai publié des livres, mon éditeur me disait surtout ne dites pas que vous êtes au Front National. C'était une honte, une infamie que de dire, et moi quand j'étais candidat j'avais toujours dit, si j'entends le moindre propos antisémite ou le moindre propos xénophobe, je retire, juste ce jour des élections, je retire ma candidature. Je n'ai jamais entendu dans mon entourage frontiste des propos antisémite. Alors, dis donc, il y a un truc dans la biographie de Philippe Cohen et de Pierre Péan, Le Pen, une histoire française. Il nous parle quand même d'un ersatz, d'un début de relations homosexuelles. Écoutez, monsieur, écoutez, parlons-en. Écoutez, moi, je veux bien. Luc Ferry a été blanchi de ses propos sur un ministre pédophile au Maroc. Là, je veux tout ce qu'on veut. Non, mais c'est pas un délit d'aimer un autre homme. Non, c'est pas un délit. Attendez, d'abord, ce n'est pas un délit, mais si nos amis auteurs ont très bien fait de relever ce trait, je pense que il est vrai que j'ai grande confiance en Pierre Péan et Cohen, mais je veux dire que alors ça vraiment on est dans le détail sordide, on est dans les détails sordides de magazines. Pierre Péan, on ne dit pas qu'il est homosexuel. Attendez, c'est beaucoup plus subtil que ça. On parle du fantasme de la Barrère sur Le Pen quand il était jeune, quand il avait 20 ans. Voilà. Donc la Barrère, c'est en clair. Ce livre, c'est en clair. La Barrère s'est vantée d'avoir eu une courte relation homosexuelle avec Le Pen voici dizaines d'années. Dans le livre, on fait réagir Le Pen, qui dément bien sûr, et on donne tous les éléments de cette histoire qui est plutôt rigolote. En fait. Vous avez une formule, moi qui me va bien. Je connais pas Le Pen, mais elle m'irait bien. Je le percevrais bien. Vous dites davantage qu'un Mussolini français, Le Pen apparaît quelque part comme le fils inattendu de Céline et de Séguéla. Alors, tout à fait. Et de Séguéla. Alors pourquoi davantage qu'un Mussolini français? Parce que effectivement, nous, alors peut-être qu'on va encore se faire traiter de le pénisme, mais on n'a jamais cru que Le Pen était un adepte de la marche sur Rome. C'est-à-dire, c'est un type qui s'est toujours situé dans les limites du système démocratique. Ça n'est pas un factieux. On lui propose d'ailleurs, on le raconte dans le livre de manière assez précise, de participer au putsch des généraux. Il s'en tient bien à l'écart. Il soutient les gens de l'OAS quand ils sont en prison, mais il ne s'engage jamais à l'OAS. Donc voilà pourquoi. Au fond, il est un peu trouillard, le type que vous me décrivez. Non, c'est pas trouillard. C'est prudent, c'est un trouillard. Non, il croit. Mitterrand disait c'était un notable. Il croit aux élections et il croit aux élections démocratiques. Et il croit qu'il peut être élu. Et deuxièmement, ça c'est davantage qu'un Mussolini, alors pourquoi un Céline? Parce que l'obsession de Le Pen, c'est le déclin de la France.
comme l'obsession de Céline était dans beaucoup de ses écrits le déclin de la France, et peut-être qu'ils ont en partage, disons, une certaine vision assez négative des Juifs. Et troisièmement, pourquoi Séguéla? Parce que Le Pen est un type qui a su formidablement bien jouer des médias et qui en joue encore aujourd'hui. Voilà, vous êtes sur RMC, c'est Carrément Brunet. Au téléphone, Pierre Péan, dans le studio Philippe Cohen. Ils sont tous les deux, ces journalistes d'investigation, les co-auteurs d'une biographie publiée chez Robert Laffont qui s'intitule Le Pen, une histoire française. C'est quand même un petit pavé, les amis, hein, je vous dis. On est sur 530 pages à peu près. Mais il y a pas mal de révélations dont on a parlé à l'instant. Ce livre a un avantage, c'est qu'il déplaît à Le Pen, il déplaît à la gauche, il déplaît à tout le monde. C'est ce qui m'amène à dire qu'il a peut-être un intérêt pour ceux qui sont intéressés par cette trajectoire tout à fait hors de l'ordinaire du leader de l'extrême droite française. Voilà, Camille, on va faire un tout petit point sur les votes. Rappelez-moi l'intitulé exact du Brunet-Métrie et les tendances du vote. Alors, l'intitulé exact est le suivant. Pensez-vous que Jean-Marie Le Pen a été diabolisé pendant ces dernières années? Eh bien, la tendance a légèrement baissé depuis tout à l'heure. Vous êtes maintenant 58% à penser que oui, Jean-Marie Le Pen a été diabolisé. Voilà, vous continuez de voter, bien entendu, sur le site rmctalk.fr et vous envoyez vos petits SMS, vous envoyez oui ou non au 6 10 71. Et aujourd'hui, comme tous les jours, vous le savez les amis, on joue, c'est le Noël d'RMC. Car c'est bientôt Noël et je vais laisser d'ailleurs Camille faire le boulot. Tiens Camille, la très célèbre Camille, c'est elle qui va vous offrir les cadeaux tout à l'heure. Non, c'est pas une blague Camille, je me tais et je vous laisse d'abord présenter ce qu'il y a aujourd'hui dans la hotte du Père Noël, Camille. Oh, merci Eric pour ce privilège que vous me faites aujourd'hui. Alors les amis, vous attendez ce moment tous les jours, juste avant 14h, je vais vous distribuer des cadeaux. Eh oui, alors je regarde dans cette fabuleuse hotte du Père Noël et je peux vous dire que les cadeaux sont très 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 beaux. Aujourd'hui vous avez des télé LCD, des consoles de PlayStation, des systèmes home cinéma, des lecteurs Blu-ray, des caméscopes, des iPod Shuffle, enfin plein de beaux cadeaux vous attendent et ils sont pour vous. Ils partent chez vous dès que vous gagnez. Alors pour jouer avec moi, c'est très très simple. Vous vous inscrivez tout de suite, d'ailleurs faites-le tout de suite. Vous envoyez Noël par SMS au 7 32 16 ou par téléphone, vous appelez le 32 16 et vous appuyez sur la touche 6 de votre téléphone. Alors faites vite, 3 d'entre vous vont être tirés au sort. Vous aurez à choisir une personnalité de RMC qui va vous offrir son cadeau et il y aura 3 gagnants quoi qu'il arrive. On va jouer ensemble juste avant 14h. Seul contre tous, Éric Brunet dans Carrément Brunet sur RMC. Vous votez les amis, c'est extrêmement simple aujourd'hui. Estimez-vous que Jean-Marie Le Pen, pendant les dernières décennies, a été victime d'une ostracisation, d'une diabolisation de la part de la classe politique et des médias? Eh bien, vous vous exprimez. Je suis avec Philippe Cohen et Pierre Péan. On parle de Le Pen, une histoire française chez Robert Laffont. Il y a eu avec... Tapie, il y a eu un moment de connivence finalement, de convergence d'intérêts dans les années 80. Vous le racontez, ils se sont vus, ils se sont parlé, ils ont presque dealé avant ce célèbre débat télévisé Tapie-Le Pen. Il faut rappeler le contexte. À un moment donné, la gauche, d'ailleurs pas mal sous l'impulsion des conseillers de François Mitterrand, décide de mettre en avant un chevalier blanc anti-Le Pen. Oui. Donc qui sait s'adresser au peuple, qui est un peu populaire, qui parle peuple, en gros, il s'appelle Bernard Tapie. Et donc Tapie invective même les électeurs de Le Pen. Rappelez-vous, à l'époque, il se contente pas d'attaquer Le Pen, il dit les électeurs de Le Pen sont des salauds. Donc faut quand même le faire, peu de monde le fait. Donc c'est le point extrême finalement de la diabolisation. Et donc au moment même où Tapie est ce champion national de l'antifascisme, en réalité ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il est totalement fasciné par Tapie et Le Pen lui-même est totalement fasciné. Il est totalement fasciné par Le Pen et Tapie lui-même est totalement fasciné par Tapie. Ouais. C'est une espèce de fascination réciproque. Les deux ont une sensibilité. Comment ils font une estime pour cette percée populaire brutale et cette popularité. Et donc ils rentrent en contact l'un avec l'autre et ils se mettent d'accord avant ce fameux débat sur les thèmes qu'ils n'aborderont pas pour ne pas gêner et pour se contenter finalement de cibler les autres. Convergence d'intérêts. Convergence d'intérêts. Donc du coup, Tapie n'attaquera pas Le Pen sur l'antisémitisme.
Et Le Pen n'attaquera pas Tapi sur les affaires qu'à part un accord que les deux conseillers ont passé entre eux et qui nous ont révélé dans le livre. Pierre Péan, il y a un autre sujet, c'est Le Pen et l'argent. On pensait tout savoir avec l'affaire de l'héritage, des ciments Lambert. Vous nous décrivez quand même Le Pen, qui n'est pas qu'un homme d'idées et d'idéologie, vous nous décrivez quand même Le Pen qui est un peu, cupide et à-pro-gain quand même, qui aime bien le fric. Et donc, en termes généraux, c'est de rappeler que pour Le Pen, le Front National, c'est lui. Donc, c'est totalement lui. Toute personne qui a un quelconque poste, il le doit. Et pour l'argent, c'est le FN, c'est moi. Et donc, on a surtout, on rappelle plein d'histoires. Évidemment, l'affaire Lambert, d'autres histoires de legs. Intéressant, mais surtout on a fait une affaire nouvelle qu'on appelle l'affaire Léonet, du nom d'une vieille dame, la veuve d'un pharmacien de Sens. Et en 84, dans une réunion donc à Auxerre, cette dame a remis une enveloppe de 120 000 francs en billets, ce qui est quand même une somme importante. Et donc immédiatement cette enveloppe est remise donc à Le Pen, et à partir de ce moment-là, c'est Le Pen lui-même qui va gérer la vieille dame. Et donc c'est lui qui va avoir il va venir fréquemment la voir, il va lui arriver de venir en hélicoptère, prendre les enveloppes, voir les lingots, et c'est cette dame à la fin va le coucher sur son testament. Ça va durer 8 ans. Alors on ne sait pas la somme exacte, mais c'est probablement de l'ordre de 10 millions de francs de l'époque. Ah oui. Et plus sans compter le legs à la fin. Et donc ce qui est intéressant aussi, et on raconte ça dans le détail, c'est que il y a eu les gens de la base ont essayé de réclamer une partie de cet argent, tout simplement pour le fonctionnement de la fédération. Et comme il n'y avait pas de retour, petit à petit, il y a eu levée de boucliers, des tracts que se sont envoyés les uns et les autres, une violence folle qui aboutit tout simplement à la scission de la fédération de Lyon en deux et le départ de 99 militants. Donc c'est dire que cette affaire a laissé des traces, si bien que quand on a enquêté, on était totalement stupéfait, c'est-à-dire que c'est comme si l'affaire qui s'est déroulée donc entre 84 et 92, où la vieille dame est morte, eh bien c'est comme si c'était hier. Et donc il existe encore plein de papiers, plein de documents, parce que tout ça aussi, et ça c'est piqué. C'était jamais sorti, Geoffroy? Non. Je me rappelle d'une expression dans une lettre entre des gens du Front National où l'un des responsables de Bourgogne dit « on nous a fait avaler suffisamment de bols de crapauds ». Et donc c'est une affaire qui était très très symbolique du fonctionnement de quelque chose qui remonte toujours sur le Pen, et d'une façon générale, personne, y compris les trésoriers du Front National, ne connaissent pas l'identité des donataires, ne connaissent rien de ce qui se passe dans ce type de sujet. Donc cette affaire-là, on la trouve emblématique. Patrick m'appelle de la Drôme de Valence, où il travaille dans les RH, dans les relations humaines. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Eric. Alors, la question de la diabolisation de Le Pen, est-ce qu'elle est méritée ou est-ce qu'elle est... J'ai suivi le parcours de ces deux personnes qui ont fait le bouquin sur les divers plateaux de télévision. Et ce qu'ils disent, si vous voulez, c'est ce que moi je décris depuis 30 ans, parce que en fait, moi je serais un adhérent du Front National, je serais vraiment vexé de ce qui se passe, parce que Le Pen, franchement, il s'est moqué d'eux depuis 30 ans. Il n'avait rien à foutre. C'est carrément un égocentrique. Vous savez, en 81, aux élections de 81, il avait dit « Votez pour moi. Au deuxième tour, je vous dirai pour qui voter. » Au deuxième tour, on a attendu, il n'a rien dit. Et à chaque élection, il faisait la même chose. Et il a même fait pire.
aux dernières élections, il avait dit les socialistes c'est moins pire que Chirac. Parce qu'en fait, Le Pen, il voulait qu'une chose, c'est faire parler de lui. C'est la seule chose qui l'intéressait. C'était un égocentrique. Et voilà, Philippe Cohen. Une précision, juste. En 1980, Jean-Marie Le Pen n'était pas candidat à l'élection présidentielle, mais en revanche, vous avez tout à fait raison de dire qu'il a eu cette attitude entre les deux tours, mais c'était en 1988 en réalité. Alors, il y a des trucs intéressants dans ce que dit Patrick. L'égocentrique. Il est égocentrique. Il est égomaniaque. Il est égomaniaque. Oui. Il est égomaniaque. Mais il veut pas le pouvoir. Il est égomaniaque un peu comme un acteur qui non. Oui, c'est-à-dire que par exemple, on a l'impression qu'il veut pas le pouvoir. Tout est centré sur l'histoire. Je prends un exemple. En 83, la première percée du Front National, après 11 ans de traversée du désert. Vous savez, les réunions du bureau national du Front National, on raconte l'époque où elles se déroulaient à la bougie parce qu'ils n'arrivaient pas à payer les notes d'électricité. Donc après 11 ans comme ça, il y a Jean-Pierre Stirbois qui est un candidat. Il fait un peu plus que Le Pen. Le Pen juge ça insupportable et il décide de se porter immédiatement candidat, d'ailleurs chez lui à la Trinité-sur-Mer, pour au moins essayer de faire plus que le suivant. Quand Maigret arrive et qu'il réussit, qu'il a la possibilité de réussir à être député, il fera tout pour empêcher Maigret d'être député, alors que à l'époque c'était important que le Front National continue à avoir des députés. Au moment de la scission de Maigret, il préfère casser son jouet, enfin le Front National qu'il a construit pendant 20 ans, 25 ans d'énergie militante, etc. Il préfère le casser plutôt que laisser une parcelle de pouvoir finalement aux maigretistes qui ne contestaient pas du tout son leadership. Donc on voit qu'à travers toutes ces histoires et bien d'autres qu'il est vraiment complètement centré sur sa personne et très narcissique. Finalement, vous nous décrivez un type qui est pas très sympathique. Vous nous dites, c'est pas la terreur fasciste qu'on raconte, voilà. Mais en même temps, vous nous décrivez pas un mec avec qui on a envie de partir en vacances, parce que il est égocentré, il pense qu'à sa pomme, plutôt casser son jouet que de faire il est pas très corporate, quoi. Le Front National, il s'en fout un petit peu, c'est son instrument à lui, mais. Disons que comme c'est difficile à admettre, mais il a plusieurs facettes. Il peut être, et moi je l'ai vu pendant quand même 12 ou 15 heures, hein, donc j'ai eu une douzaine d'entretiens. J'ai oublié de le dire ça. Il vous a reçu combien de fois, Pierre Perrin et vous? Moi tout seul, je suis allé tout seul. Ouais. Combien de fois vous l'avez eu? Une douzaine de fois. Une douzaine de fois, oui. Dans le cadre du livre et 2 fois auparavant. Et en réalité, il se montre extrêmement séducteur. Il fait des bons mots. Il peut être très très drôle. Il a des blagues Jean-Michel Audiard, si vous voulez. Donc ça peut être très drôle. Et en même temps, il a ce côté, à certains moments, qui est épouvantable et dont vous avez parlé et qui est évoqué évidemment dans le livre. Pierre Perrin, moi je trouve qu'il y a un côté éternel étudiant, potache, toujours prêt à faire le coup de poing, faire le mariole, mais un bon mot, se laisser d'ailleurs dépasser, se vendre son âme pour un bon mot. Finalement, c'est un truc un peu d'étudiant, mais en revanche, le pouvoir, tout mettre en œuvre pour arriver au pouvoir. Non, il n'a pas ce côté. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur sa période étudiante où c'est là que il devient un président de corpo de droit de Paris très charismatique, très important. C'est là d'ailleurs qu'il constitue un très très important carnet d'adresses. Et donc on raconte comment ce Faluchard est quelqu'un de paillard, de quelqu'un qui aime boire et qui boit souvent plus que de raison, comme on était à l'époque, parce que ce qui est important aussi, on replace l'époque, parce qu'un certain nombre de gens qui, pour le diaboliser, ont voulu trouver dans l'étudiant de la corpo le facho, c'est pas du tout évident. On voit surtout un type qui passe son temps
on est juste après-guerre, à chanter des chansons paillards, à arriver dans les églises bourrées complètement. Parce que ça aussi, c'est un des points du personnage qui correspond pas à l'image qu'on a de lui. C'est-à-dire, on peut penser qu'à l'extrême droite, on n'est que pour l'ordre moral. Or, c'est quelqu'un qui est anticlérical, c'est quelqu'un dont les mœurs ne s'accordent pas, en tout cas avec les cathos tradis. Il est effectivement, il est gaulois. C'est peut-être ça qui séduit bien des Français, bien des lecteurs du Front National, c'est qu'il a un côté terriblement gaulois. C'est peut-être le plus gaulois de tous les politiques français. Et quand on voit, par exemple, les années, disons, la fin des années 40 et les années 50, c'est pas facile de s'y retrouver. Hein. Par exemple, au moment où il devient député, un député poujadiste, il s'engage comme député dans l'armée à la demande, donc, en accord avec le cabinet de Bourgès-Monory, et se retrouve d'abord en Algérie, mais surtout se retrouve, et ça va être, c'est un endroit du personnage qu'on n'attend pas. Il est fasciné par l'armée israélienne au point de vouloir faire déserter les militaires français pour rejoindre Tsahal. Donc, je savais pas ça, c'est incroyable. Il veut rejoindre l'armée israélienne. C'est incroyable, je savais pas ça. Donc, autrement dit, quand on fait le travail qu'on fait, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas linéaire, en tout cas, c'est pas un personnage d'un bloc, bien malin qui s'y retrouve dans le personnage des années 50. Pierre Péan, Philippe Cohen, il y a aussi le tribun que tout le monde admire à la fin des années 50, le jeune député. Malraux dira que c'est un des meilleurs orateurs de sa génération. François Mitterrand dira qu'il est le seul avec lui à parler à peu près français. Mais je voulais dire, quand on disait qu'il n'a jamais voulu prendre le pouvoir, je crois que c'est vrai, il n'a jamais voulu exercer véritablement de responsabilité politique. Mais c'était bien plus marrant d'être Le Pen que d'être ministre. Mais je pense que pour lui. C'est vrai, sauf pendant une très courte période, c'est-à-dire juste avant l'affaire du détail. Là, il rêve d'être ministre, et on raconte cette réunion où tout d'un coup, on sait qu'il doit être appelé pour aller à Matignon par Chirac, au moment où il y a pas mal d'attentats terroristes, une vague d'attentats terroristes en France, et il dit aux autres dirigeants du front, et si jamais Chirac me demande d'être ministre de la Défense, que dois-je faire? Donc là, on voit bien qu'il a quand même envie quelque part des ordres de la République. Et puis le détail referme tout, l'affaire du détail. Oui. Parce qu'à partir de ce moment-là, il sait que de toute façon, c'est foutu. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il consolide son cordeur politique, il multiplie les provocations. La plupart des saillies antisémites de Le Pen se situent après le détail, puisqu'il se dit, tant qu'à faire, puisque de toute façon en France, il y a 20% de Français antisémites, comme ça, ceux-là, je vais les consolider avec moi, etc. Bon, il se trompe d'ailleurs sur les 20%. Ouais. Patrick de Valence voulait rebondir, Patrick. Bah oui, parce que si vous voulez, quand même pendant plus de 30 ans, il a quand même fait passer les socialistes, il s'est bien arrangé, il était de connivence avec Mitterrand et Tapie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que ça l'arrangeait bien, si vous voulez, de faire passer les socialistes dans la mesure où les socialistes n'arrivaient pas à réguler l'immigration. Oui, pardon Patrick, je vous interromps, mais il est le produit des socialistes, pour faire court. Enfin, il est le produit... Enfin, le Mitterrand des années 80. Donc c'était une coproduction, mais c'était son fonds de commerce. Non, je crois plus que ça, c'est Mitterrand, la proportionnelle, Pierre Péan. Et effectivement, c'est un des longs chapitres où je crois que on va plus loin que ce qui a été fait jusqu'à maintenant pour montrer comment François Mitterrand a géré le phénomène Le Pen. D'abord en le faisant monter par la proportionnelle, mais dont l'objectif était très clair, c'est de diviser la droite. Et puis après, il va monter une machine de guerre, enfin, il va instrumentaliser une machine de guerre qui est SOS Racisme. Autrement dit, d'un côté, il va faire monter le front, et de l'autre côté, il va SOS Racisme va le diaboliser. Et donc ça, on raconte tout ça dans le détail avec les gens qui ont monté ça, et donc ça parce que l'obsession François Mitterrand n'avait aucune chance
tel que c'était parti à partir de 1983, c'est-à-dire le tournant économique où les sondages s'écroulent, et donc François Mitterrand donc va utiliser ce système qui va réussir, puisque contre toute attente, en 88, il va repasser haut la main. Oui. Et donc parce que son obsession, faut avoir aussi on rappelle que dans la tête de François Mitterrand, il ne considérait pas Le Pen comme un fasciste. Il considérait seulement, et pour lui, il n'y avait pas de solution de continuité entre le RPR et le Front National, et que Le Pen était un notable comme un autre. Et donc la peur qu'il avait, c'était que Pasqua réussisse à convaincre le parti gaulliste de s'allier avec le Front National. Et si ça s'était passé, effectivement, François Mitterrand ne serait pas passé en 88. Voilà, c'est Pierre Péan et Philippe Cohen qui sont mes invités. Pierre Péan qui est au téléphone, que vous venez d'entendre, et Philippe Cohen qui est dans le studio de Carrément Brunet sur RMC. Il publie Le Pen, une histoire française chez Robert Laffont. Ils sont les invités de Carrément Brunet aujourd'hui. Pensez-vous que Jean-Marie Le Pen a été diabolisé pendant ces dernières années? C'est l'intitulé exact du Brunet-Métrie, et Camille va nous dire comment vous le vivez, ce Brunet-Métrie, et comment vous votez, Camille. Vous êtes 58% pour l'instant à penser que Jean-Marie Le Pen a été diabolisé pendant ces dernières années. Continuez de voter sur rmctalk.fr. Retrouvez tous les shows d'RMC en podcast sur rmc.fr. Beaucoup de courriels, Camille. Beaucoup de courriels. Je vais commencer avec Christian qui nous écrit du Puy-de-Dôme. Christian nous dit: non, je ne suis pas d'accord avec vous. Être diabolisé signifie qu'un tas de gens vous collent une étiquette à la peau et donc vous diabolisent. Or, Jean-Marie Le Pen est le diable en personne. Peut-être pire même. Donc on ne peut le diaboliser puisqu'il est par nature ontologiquement le diable. Bonne journée, nous dit Christian qui est vraiment remonté. Fabrice d'ici les Moulineaux nous dit: bonjour mon cher Eric, ce que j'aime chez vous, c'est que vous êtes en quête de vérité et n'en déplaise à beaucoup, ce n'est pas parce que vous cherchez à réhabiliter Jean-Marie Le Pen dans le débat que vous allez forcément voter pour le FN. Jean-Marie Le Pen est un millionnaire provocateur qui a toujours aimé s'amuser à provoquer sans vouloir le pouvoir. Moi j'aime le personnage qui n'est pas plus extrême qu'un Jacques Chirac au congrès d'Orléans en juin 1991. Bonne journée, nous dit Fabrice. Cathy de l'Isère, elle n'est pas vraiment d'accord. Elle nous dit: bonjour Monsieur Brunet et à vous tous. Oui, Monsieur Le Pen a été diabolisé. Monsieur Le Pen, c'est un homme qui a le sang chaud. Il est très intelligent, il sait débattre, mais lorsque les médias l'invitent, ce n'est pas pour lui faire plaisir ou pour lui donner la parole. Au même titre que les autres politiciens, c'était uniquement pour le pousser à déraper. Et vu son caractère, il finissait par aller au-delà de ses convictions. D'ailleurs, lorsqu'il était invité, on ne lui parlait pas de politique, non. On lui parlait toujours de son passé. Sébastien, lui, nous écrit de Bourgogne. Il nous dit: non, Le Pen n'a pas été diabolisé, il s'est diabolisé tout seul par ses prises de position honteuses et minables sur les fours de l'Holocauste, par exemple. Par contre, ses positions ont été diabolisées par la suite et c'est dommage, car il faut savoir débattre de tout. Je suis gaulo-bonapartiste et adversaire résolu du FN. Je vous salue au passage, Monsieur Brunet. Alors, on a aussi des messages qui nous viennent de Caen, par exemple, comme Gaël, qui nous dit: Le Pen a eu un traitement médiatique à la mesure de ses joutes verbales au relent nauséabond d'autres époques. Et Fred de Austin nous dit: le FN a été diabolisé ces dernières années et il le mérite bien. Voilà, vous continuez de voter sur le site rmctalk.fr et par SMS au 6 10 71. Réagissez en direct sur RMC, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Pensez-vous que Jean-Marie Le Pen a été diabolisé pendant ces dernières années? Pierre, il est fonctionnaire. Bonjour Pierre. Allô Pierre. Bonjour Eric. Ouais. Alors, diabolisé ou pas selon vous? Est-ce qu'il a mérité cette mise à l'écart? Évidemment, diaboliser la gauche, la diaboliser afin de diviser la droite et installer ainsi un cordon sanitaire autour de l'UMP. La droite, afin de se démarquer, mais à force, elle s'est gauchisée. Et Le Pen lui-même, afin d'être plus médiatisé, montrer sa virilité, son courage contre ce qu'il appelle l'establishment. Au final, tout le monde a été gagnant-perdant parce que la gauche, car elle s'est démarquée des couches populaires de souche, la droite, car ses représentants se sont éloignés de leur base militante, et le FN en s'empêchant d'être un parti de gouvernement. Donc oui, il y a eu diabolisation, concept utilisé, manipulé par tous, ce qui fut à la fois un atout et un handicap parfois. Intéressant ce que nous dit Pierre, mais c'est frappé au saut du bon sens. C'est marrant parce que c'est une des conclusions du livre, c'est-à-dire que à la fois finalement le pénisme, ça aboutit à éloigner la gauche du peuple. Ouais. Puisque non seulement elle a diabolisé Le Pen, mais elle a diabolisé les sujets de Le Pen, c'est-à-dire l'immigration, la sécurité, la mondialisation.
Regardez même ce pauvre Montebourg, dès qu'il veut défendre un peu l'industrie française, il se fait traiter de Le Peniste aujourd'hui. Bon, voilà. La droite, finalement, le pénisme a éloigné la droite de la nation, et alors que c'était une de ses valeurs centrales auparavant. Et le grand bénéficiaire de l'opération, ça a été Le Pen lui-même qui a pu au fond congeler un électorat français de 15 à 20% et transmettre à sa fille un parti en excellente santé. Aujourd'hui, là, on a l'impression que la droite ne peut plus gagner ni avec ni sans Le Pen. La transmission, justement, Pierre Péan, comment ça s'est passé avec sa fille? Il était jaloux de ses prérogatives et du cadeau qu'il lui faisait, en l'occurrence le Front National. Elle l'a mérité, ce Front National. Elle a travaillé au corps son père. Comment ça s'est passé, la transmission? Ça s'est passé. D'abord, il faut redonner le contexte, comme à chaque fois. C'est-à-dire que dans le livre, on raconte que pendant depuis 25-30 ans, les numéros 2 de Le Pen sont systématiquement grillés. C'est-à-dire qu'au fond, l'autocrate ne supporte pas le remplaçant. Le remplaçant signifie que la fin approche. Et donc, et sa fille, parce qu'elle était Le Pen, c'est le phénomène des numéros 2 que je viens de décrire ne s'est pas passé exactement, mais on peut pas dire non plus que c'est avec enthousiasme que Le Pen a finalement accepté que sa fille le remplace. D'ailleurs, on voit bien qu'elle s'est imposée finalement en prenant ses distances par rapport à son père. Elle s'est imposée en disant je n'ai pas les mêmes idées que mon père sur les chambres à gaz sur la Seconde Guerre mondiale, je n'ai pas les mêmes idées que mon père sur la guerre d'Algérie, et c'est là qu'elle naît politiquement au fond. Donc c'est malgré lui au fond qu'il a fini par accepter que sa fille lui succède, et dès qu'il peut d'ailleurs, il dit par exemple dernièrement, il a dit au fond la petite là, comment elle s'appelle, Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal Le Pen, elle est peut-être plus douée que Marine, c'est-à-dire déjà un coup de poignard dans le dos à l'autre qui a à peine 40 ans quoi. Ouais. Ça se passe pas dans la paix finalement et dans la sérénité dans le clan Le Pen. Non, c'est moins qu'on puisse dire. Et ouais, Pierrette, la première épouse de Jean-Marie Le Pen qui avait posé dans Playboy, on s'en souvient. Écoutez, elle est déjà tout près de sa fille puisque elle habite à quelques mètres dans un petit pavillon du parc de Montretout, à Saint-Cloud, et elle joue le rôle de nounou vis-à-vis des 3 enfants de Marine Le Pen. De Marine Le Pen. Ouais.